Je ne suis pas du tout conseiller littéraire par pure bonté d'âme ou générosité, mais en fait je le suis devenu pour écrire moi-même de meilleurs livres. Parce que la meilleure manière d'apprendre, c'est d'enseigner. Il faut un peu passer au-delà du pur instinct, comme ça, avec lequel se lance le débutant, et un peu conceptualiser sa propre pratique de l'écriture. Et en faisant ça, je me suis rendu compte que ça a intéressé 2-3 personnes, et je me suis rendu compte que tout le monde était dans la même problématique que moi. De là, ces conférences, comment raconter une bonne histoire? Question qu'on me pose souvent. Je pense que c'est la question la plus fréquente qu'on me pose. La seconde étant comment trouver son style, sa voix, etc. Et à cette question, j'ai tendance à répondre, ne la cherchez surtout pas, votre voix ou votre style. Commencez par supprimer tout ce qui n'est pas vous, les clichés, les idées reçues, les lieux communs, toutes ces phrases mortes qui font partie en fait de la conversation quotidienne, qui ne sont pas de la littérature. Et une fois que vous avez supprimé 99% de ce que vous avez écrit, peut-être que vous allez commencer à toucher quelque chose d'original, de personnel, de singulier. Et c'est pour ça que je parlais de doute tout à l'heure, c'est que ça fait forcément douter, et le doute est nécessaire et salvateur, puisque c'est par le doute qu'on commence à s'améliorer. Les gens qui ne doutent jamais d'eux ne s'améliorent jamais. Est-ce que si vous ne doutez pas de vous, vous ne prenez pas conscience d'un écart entre votre ambition personnelle et le résultat provisoire de votre travail? Et comme il est très dur de rester dans cet écart, c'est très inconfortable de savoir qu'on n'est pas si bon que prévu, on est obligé de s'améliorer. Donc, première question qu'on me pose, comment raconter une bonne histoire? Surtout ne la racontez pas. Voilà ma réponse. Laissez le lecteur la raconter à votre place. À savoir, laissez le plus de place possible à son imagination pour vous appuyer dessus et ne lui laisser à disposition de sa sagacité que les 2-3 indices nécessaires à la compréhension du personnage, de son conflit intérieur, de son conflit avec sa belle famille ou avec son syndicat, et c'est tout. Vous n'avez pas besoin de me raconter qu'il porte des Converse si ça ne sert pas la caractérisation du personnage. Vous n'êtes pas obligé de me raconter qu'il est dépressif. Trouvez à la place les manifestations extérieures de sa dépression dans sa manière de parler, dans sa manière de se comporter avec autrui ou dans sa vie personnelle. Et ça vaut bien sûr pour le cœur de l'histoire qui est le protagoniste, et dont on cherche à comprendre comment il fonctionne et comment il va évoluer pour surmonter les conflits qu'il habite. Mais ça vaut aussi pour le contexte de cette histoire. Nina Allan, qui publie à la rentrée une traduction de son second roman qui s'appelle La Fracture, je crois, qui est sur la liste de plusieurs prix. Et donc j'ai lu son premier roman pour savoir ce que ça valait, et jusqu'à présent c'est un roman assez bon, sauf qu'il commence à la 4e ou 5e page, et toutes les pages précédentes en fait sont des scènes d'exposition inutiles. C'est pas grave, d'autant plus que c'est plutôt un assez bon premier roman, mais voilà, c'est d'autant plus que ça se passe dans une sorte de ville anglaise dévastée par la pollution liée au fracking, dans une sorte de futur anticipé plus ou moins proche. Donc il y a les 4-5 premières pages qui servent à poser le décor, à expliquer la pollution, les ravages que ça a causé à la ville, etc., etc. Et ça aurait été plus fin et plus intelligent et plus intéressant pour le lecteur si, au lieu de avoir l'impression que ces 5 premières pages étaient nécessaires, elle avait saupoudré en fait ces quelques informations de contexte tout au long du livre, et seulement quand c'est nécessaire. Il n'y a pas besoin, si vous me dites que la ville est polluée, qu'à aucun moment
cette pollution n'impacte la vie des personnages ou ne change quoi que ce soit à leur comportement ou n'intervient que de manière très 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 secondaire dans l'histoire ou l'évolution du protagoniste, peut-être que cet élément de contexte n'est pas nécessaire. Peut-être que vous en aviez juste besoin pour vous lancer parce que votre trip c'est des univers glauques et déprimants. Mais peut-être qu'à la relecture, vous vous rendrez compte que cet élément de contexte est complètement extérieur à l'histoire que vous voulez raconter, et à la relecture et à la correction, vous supprimez tout ça. Et là, l'histoire sera beaucoup plus dense, cohérente, aura une vraie unité. Et c'est ça qu'on cherche quand on écrit, c'est l'unité d'une histoire. Et souvent, quand on se lance dans l'écriture, on a tendance à vouloir tout mettre. Ça, c'est la première erreur. La seconde étant qu'on ne veut jamais rien supprimer de ce qu'on écrit. Parce qu'on trouve que nos petites phrases sont mignonnes, qu'on a sué beaucoup pour les écrire, et que quand même ce serait dommage. Il y a un beau rythme dans celle-là, etc. etc. Et moi-même, je tombe parfois dans ce travers et dans cette complaisance. Et c'est là aussi que le courage est nécessaire, c'est supprimer quelques belles phrases pour, c'était en partie le sujet de ma newsletter de ce soir, pour sauver l'ensemble, voilà. Pour assurer une cohérence, une unité à l'ensemble, et que quelques phrases, aussi belles soient-elles, ne viennent pas ruiner tout un chapitre ou tout un ouvrage. Ça demande beaucoup de sang-froid. Au début, on n'a pas du tout ce genre de recul nécessaire. Et c'est là aussi que j'interviens en tant que conseiller littéraire, c'est vous retournez votre fichier Word en mode révision avec plein de commentaires, tous plus laconiques et irritants les uns que les autres, où il y a écrit clichés, inutiles, à suggérer, ne pas expliquer, montrer, ne pas raconter. Enfin, en fait, je ne fais que répéter à longueur de manuscrit les 2-3 conseils que je donne en général, parce que en fait, quand je dis que c'est au lecteur de raconter l'histoire, c'est très beau et ça a l'air tout à fait logique et rationnel, et en plus c'est un peu paradoxal, donc ça plaît, sauf qu'il y a un gouffre, excusez-moi du cliché, entre votre compréhension rationnelle de ce qu'il faut faire et votre ressenti au moment de l'écriture. Et ça, c'est ma grande frustration de conseiller littéraire. C'est pas quelque chose que je peux déclencher de l'extérieur. Vous allez devoir passer par des phases et des phases d'échec avant de tout d'un coup avoir une révélation et comprendre, ah oui, mais ça, c'est comme ça et pas autrement. C'est un peu comme apprendre le vélo. On ne sait pas pourquoi tout d'un coup vous roulez droit et vous ne tombez pas par terre. Ben, voilà. À partir d'un moment, le cerveau acquiert le réflexe nécessaire, et c'est un peu pareil dans l'écriture. Donc c'est un peu une philosophie très Shaddock que je propose, c'est vous planter le nombre de fois nécessaire avant de réussir. Et à la fin, si vous êtes câblé à peu près comme tout le monde, ça devrait passer. Mais le problème, c'est que se planter avant que ça marche, ça peut prendre beaucoup de temps. Ça peut prendre plusieurs romans, ça peut prendre des années. Et le problème, c'est que les gens abandonnent avant de réussir. Haute frustration en tant que conseiller, en tant que lecteur. Parce que je rencontre souvent des gens... Alors, parfois, il y a des gens qui n'ont absolument rien à dire, et c'est très dur de leur faire comprendre, mais souvent, et c'est pas le cas le plus fréquent, mais souvent il y a des gens qui ont un vécu intéressant, une histoire personnelle intéressante, et qui essayent de prendre ce vécu et de le transformer en fiction, et qui n'y arrivent pas, et qui abandonnent avant de réussir en se disant c'est pas fait pour moi,
Ça fait 3 ans que je suis sur ce manuscrit, ça mène à rien. Et parfois, ça prend plus de temps que pour d'autres. Et parfois, il faut prendre 10 ans avant de réussir quelque chose. Et certaines personnes sont très précoces et c'est insupportable. Pour ceux qui le sont moins. Moi, je suis très lent, je suis très mauvais élève à ce niveau-là. Mais si moi-même j'y suis arrivé, tout le monde peut y arriver. Donc, je voulais aussi dire, là où ça coince, c'est que on est souvent étonné et ébahi par ses propres idées, ce qui est la meilleure manière de mal écrire. On se dit, ah tiens, ce serait bien, c'est un peu on est en train de fantasmer le livre qu'on veut écrire au lieu de l'écrire, et on en reste à l'étape de l'idée, qu'on transforme assez peu souvent en pensée. Donc une pensée, c'est une suite d'idées qui sont articulées les unes aux autres et qui développent quelque chose d'intéressant, et c'est pas simplement, tiens, si je racontais une histoire avec une ville polluée et un orphelin, ou je sais pas quoi. C'est essayer de montrer quelque chose, de montrer un comportement intéressant du genre humain. Donc ça, c'est déjà le premier problème, c'est rester au stade de l'idée et croire qu'on écrit un livre avec des idées. Et un livre ne s'écrit qu'avec des images. C'est la littérature, c'est une pensée sous forme d'image. C'est comment faire passer l'idée d'un personnage dépressif sans dire qu'il est dépressif. Comment faire passer l'idée que l'amour, qui est a priori un sentiment noble et beau et désintéressé, peut être cette pulsion autodestructrice qui saccage des vies et nous rend très malheureux. Comment le montrer sans passer par des paragraphes explicatifs assez frustrants pour le lecteur, parce que dès qu'il y a explication, on lui retire sa part de travail. C'est à lui de comprendre ce qu'il y a exposé dans le livre, c'est pas à vous de lui expliquer. Dès que vous sentez le besoin d'expliquer, c'est que vous n'avez pas bien fait votre travail. C'est que d'une part, vous avez peur que le lecteur ne comprenne pas. L'une des autres grandes erreurs de l'écrivain qui débute, c'est parce que vous avez peur qu'il ne comprenne pas, parce que vous ne vous faites pas assez confiance, vous n'avez pas assez confiance dans vos propres capacités à émouvoir le lecteur et à prendre appui sur son imagination pour lui suggérer plein de choses très fines et comme ça sous-jacentes, pour qu'ensuite il les interprète et il se fasse s'approprier l'histoire. Donc ça y est, j'ai perdu le fil, moi mes digressions. Donc transformer l'idée en image, transformer l'idée en indice. Votre travail, c'est pas d'expliquer quoi que ce soit au lecteur, c'est d'être comme un tueur en série. Le tueur en série, il ne rêve que d'une chose, c'est de se faire prendre pour ensuite avoir la couverture médiatique et qui flattera leur petit ego de psychopathe. Et vous êtes comme ce tueur en série, vous devez laisser des indices au lecteur pour que le lecteur comprenne où vous voulez en venir. Et le lecteur et l'enquêteur qui doit attraper le tueur en série comme dans Mindhunter ou Science des agneaux ou toute autre joyeuseté de cet ordre. Et la plupart du temps, j'ai l'impression que l'auteur qui reste coincé à cette étape de l'idée, où il est complètement obnubilé par son idée, et au lieu de passer à l'étape suivante, qui est la transformation en image, il va la raconter en large et en travers et écrire un mauvais manuscrit. J'ai l'impression que c'est un défaut d'observation, en fait. Il ne s'intéresse pas assez au concret de l'expérience humaine, au concret de comment on interagit
et pourquoi tel comportement que vous observez chez votre collègue à la réunion du service du lundi matin, pourquoi tout d'un coup il décide de remonter le store qui venait d'abaisser et tout d'un coup de se raviser et de le rabaisser. Qu'est-ce que ça dénote de ses hésitations ou de sa nervosité à l'idée de devoir présenter son projet devant toute l'équipe. Voilà, c'est ce genre de curiosité en fait qui manque souvent et qui est en fait la même curiosité que celle que va mettre en place le lecteur face à votre ouvrage, face à votre histoire et votre manuscrit, ou s'il est édité. Il va se dire mais qu'est-ce que ça dit de ces personnages qui m'est montré? Pourquoi on me montre tout d'un coup une femme qui éclate de rire ou qui fond en larmes? Pourquoi ce comportement qui paraît contradictoire avec ce qui précède n'est peut-être pas forcément si contradictoire? Ce genre de choses. Et c'est ça qui est... c'est ça la limite de mon travail, c'est que je peux pas apprendre aux gens à être imaginatifs. L'imagination, on est tous avec et la plupart des gens la perdent parce que rien n'est fait dans notre éducation et dans l'enseignement pour stimuler cette imagination. C'est comment avoir l'idée de rapprocher comme ça deux pans distants de la réalité pour créer une métaphore, comment être ébahi par un détail on ne peut plus banal du quotidien et qui, dans cette imagination, est très important et qui va créer tout un chapitre dans un roman. C'est ce genre de petits détails qui ne s'expliquent pas par la théorie, qui ne s'expliquent pas avec un master de lettres ou je sais pas quoi, et qui passent par la pratique. Et c'est pour ça que je vais finir par ne plus proposer d'accompagnement en deçà de 10 heures d'accompagnement. C'est que parfois il faut 10 heures de maïeutique ou de psychanalyse sauvage avec moi pour commencer à piger comment fonctionne le cerveau d'un romancier. Comment il observe, comment il analyse, comment il déduit, comment il s'intéresse à des choses que le commun des mortels ignore et que l'écrivain à la table d'à côté, à la signature, à la Fnac du coin, ignore également. C'est comment créer quelque chose de très particulier, à défaut d'être unique, de très personnel, et qui fait que cette œuvre restera dans la littérature, parce que voilà, la plupart des écrivains n'écrivent pas des livres qui resteront parce que traitent des sujets qui leur sont extérieurs, ne plongent pas assez profondément en eux-mêmes et s'intéressent pas assez à l'être humain pour trouver des choses intéressantes car contradictoires à analyser et ensuite à transformer en images. Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est pas que vous publiez un livre, ça, tout le monde peut publier un livre sur Amazon, je m'en fiche. Moi ce qui m'intéresse, c'est que vous créiez une œuvre qui vous survivra et qu'on en parle encore dans 100 ans. Voilà, et que dans votre page Wikipédia, j'apparaisse quelque part en note, tout au fin fond de la page, a pu profiter, me dit-on, des conseils d'un certain Thibaut Malfoy. C'est comme ça peut-être que je survivrai moi-même à notre propre finitude. Donc voilà, et j'ai mis des années avant de réussir
formuler ça en 5-6 mots, à savoir que c'est au lecteur de raconter l'histoire. Les Américains disent show don't tell, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas si clair. En tout cas, ça demande à lire des livres de méthode d'écriture de scénarios américains, ou en tout cas hollywoodiens, pour comprendre, qui ont éventuellement leur mérite, mais qui ont cette même ce même défaut, en tout cas cette même limite, c'est que ça donne des cases à remplir. En général, les gens sont très contents d'avoir des cases à remplir, et ils s'y enferment et n'arrivent pas à en sortir, et du coup remplissent avec du contenu générique, parce qu'ils n'ont pas connecté la méthode avec leur moi le plus profond et le plus personnel, et le plus secret. Et voilà, parce que les méthodes n'apprennent pas l'imagination, n'apprennent pas à comprendre ce qui en soi peut servir de matière à la littérature. Et il me semble seule la pratique, et éventuellement la pratique accompagnée avec quelqu'un qui est déjà passé par là, seule la pratique peut apporter cette densité, cette profondeur qui manque à beaucoup de textes. Parce que moi, j'ai tendance, en travaillant, à procéder par élimination. Je ne peux pas vous dire, vous devez écrire votre texte de telle manière, aller dans telle direction, parce que très souvent, il n'y a pas une direction, il y en a plusieurs. Il y a, selon votre sensibilité, ce que vous aimez faire avec la littérature, ce que vous aimez lire, il y a plein de possibilités. Donc, à partir du moment où je vous donne un conseil positif, faites ceci, faites cela, je sors de mon rôle et j'écris votre texte à votre place. Donc, du coup, je fais l'inverse. Je vous donne des conseils négatifs. N'écrivez pas ceci, c'est un cliché. N'écrivez pas ce paragraphe explicatif, c'est une insulte à l'intelligence du lecteur. Ce genre de choses. Et à la fin, quand on a supprimé tout ce qu'il y a supprimé, parfois il ne reste pas grand-chose. Voilà. Et ça, c'est très gênant pour moi, qui a horreur d'être méchant, qui croit avoir beaucoup de tact pour annoncer les choses. Et là, c'est très dur. En général, je passe une journée à écrire un mail de 5 pages, dire oui, vous comprenez, c'est pas encore tout à fait ça, mais bientôt. Gardez confiance, c'est normal, j'en suis passé par là également. Mais voilà, c'est dur. Et c'est là aussi la limite de mon travail, c'est dur de dire aux gens qu'ils n'ont rien à dire. En tout cas, rien à montrer. Et quand les gens sont dans un travail d'introspection et de mise en doute de ce qu'ils ont fait, ça peut commencer, j'arrive à me faufiler en disant « Ah oui, mais là, cette seule phrase sur vos 500 pages, ça c'est intéressant, supprimez tout le reste, et réécrivez-moi un roman à partir de là. » Mais quand la personne en face est persuadée d'avoir écrit quelque chose de forcément intéressant, c'est très dur de la faire bouger de ses positions, et c'est là où l'absence de doute est un défaut. L'excès de doute est un autre défaut, puisque à la fin on ne fait plus rien, et on se dit mais qui suis-je pour écrire, et on ne se lance jamais. Mais le défaut de doute empêche de s'améliorer et crée des écrivains qui sont trop dans le confort pour jamais produire quoi que ce soit d'intéressant. Pourquoi je racontais ça, je ne sais plus. Donc vous avez des questions? Non, j'espère ne dégoûter personne, ne décourager personne, parce que au contraire, ma démarche c'est de dire que n'importe qui peut devenir écrivain tant qu'il est prêt à investir des années de travail pour écrire quelque chose qui peut lui survivre, avec la part d'aléa qui fait qu'on n'est jamais sûr de rien. Voilà. Si vous acceptez les risques du métier, tout est possible. Non, pas de
question. Non, mais n'hésitez pas, moi j'aime que ce soit une conversation, mais en général vous êtes timide. Non. Tu peux faire des exemples? Oui. Des exemples de choses dont tu as... Ah, Anne. J'ai pas entendu ta question. Des exemples de comment ne pas expliquer, mais suggérer, comment ne pas dire, mais montrer. Voilà. Et dans le TGV, qui avait 2 heures de retard hier soir, qui m'a mené ici, donc 2 heures de retard sur un trajet de 2 heures, j'ai bien aimé la ponctualité de la SNCF. Donc j'ai pu relire en diagonale la dernière version de ton texte. Et donc Anne écrit avec une facilité déconcertante pour quelqu'un comme moi, des histoires plus ou moins fantastiques avec des... Vous pouvez d'ailleurs aller sur le site, le très beau site que je lui ai conçu, annebouchara.fr. Vous inscrivez à sa newsletter pour être informé des prochaines parutions. Donc c'est des histoires en général assez fantastiques, dont les protagonistes perdent progressivement pied avec la réalité et dérivent plus ou moins lentement, plus ou moins abruptement dans une réalité alternative, dans un passé qui est peut-être un rêve, peut-être la réalité, on ne sait pas trop. Donc voilà, vraiment l'ambivalence fantastique, tout ce qui est plus fantastique. Et par moments, alors je prends Anne comme exemple, mais ne te sens pas visé. Par moments, tu as des phrases du style où c'est le protagoniste narrateur qui s'exprime, où il dit quelque chose du style j'ai parfois l'impression de vivre des vies parallèles, et j'aime bien ça parce que comme ça, à chaque chose qui m'arrive, à chaque événement que je traverse, j'ai pas besoin de choisir. Voilà, je peux vivre les 2 choses en parallèle, parce que souvent dans tes histoires il y a cette sorte de, je sais pas si on peut appeler ça une velléité, en tout cas une hésitation en fait dans le choix, dans ce qu'on va faire par la suite. C'est souvent des étudiants qui s'attardent dans les études parce qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils vont faire par la suite, et qui ensuite regrettent la simplicité de cette vie insouciante et finissent par s'y replonger dans une sorte de fantasme et finissent par y rester piégés. Et donc, et à plusieurs reprises en fait, j'ai noté ce type de phrase qui me semble superflu, en tout cas qui mériterait d'être supprimé parce que en fait ça annonce un peu trop la couleur. Ça y est, ok, j'ai compris, c'est une histoire fantastique avec des vies parallèles ou des gens qui hésitent et qui sont piégés dans cette hésitation, qui les tiraille, les écartèle. Et voilà, comment... Alors, et c'est là aussi où je m'arrête de conseiller, c'est comment échapper à ces phrases et comment transformer l'idée que tu veux faire passer en quelque chose de plus viscéral, sensible, concret, ou dans un truc de mise en scène peut-être. En général, en fait, une manière de travailler ça, c'est partir du thème. Donc là, c'est les vies parallèles, l'hésitation entre explication rationnelle et explication irrationnelle qui est au cœur du fantastique, et trouver des images, des motifs récurrents qui va permettre de créer un contrepoids à l'histoire, et progressivement on va se dire ah oui, mais là ce motif
Il y a un très bon roman à lire pour le travail des thématiques, des motifs, des symboliques cachés dans une histoire, c'est Les Enfants terribles de Jean Cocteau. C'est à partir du moment où vous remarquez les motifs récurrents, vous ne voyez qu'eux, et que ce soit le motif du poison, le motif de la neige, le motif de l'automate déréglé, le motif de l'inceste, vous ne voyez que ça en fait. Et c'est très intéressant parce que ça n'explique rien au lecteur, et ça crée une sorte d'arrière-plan subliminal qui prépare la conscience ou l'inconscience du lecteur à comprendre ce qu'il y a à comprendre sans jamais rien lui expliquer. Et c'est l'un des plus beaux romans qui soit, avec son air de tragédie grecque complètement assumé, et superbement bien écrit, avec des phrases qu'on souligne à chaque page. Le pendant cinématographique de ça, c'est Vertigo ou Sueur froide d'Alfred Hitchcock. À partir du moment où vous avez pigé comment ça fonctionne et que vous avez un œil assez analytique pour décortiquer un film au lieu de l'avaler de manière passive comme la plupart des gens, le motif de la spirale est celui qu'on repère le premier, spirale du vertige, l'escalier en colimaçon du beffroi du couvent ou du monastère où a eu le drame, le double drame, la spirale du chignon de Kim Novak, qui se reflète dans la spirale de son aïeul dans ce tableau de je ne sais plus quel musée de San Francisco. Mais il y a aussi tous les motifs chromatiques. Il y a tout le film, vous pouvez réduire la palette du film à 2 couleurs, le rouge et le vert. Et à partir du moment où vous avez compris ça, vous ne voyez plus que ces 2 couleurs. Et selon les scènes, elles n'ont pas forcément la même signification, ou en tout cas le même sens qu'on peut leur prêter, puisque rien n'est expliqué. Et c'est pour ça que c'est l'un des plus beaux films de l'histoire du cinéma, c'est parce que, d'une part, le scénario est génial, et ensuite, il y a un tel travail de mise en abîme des thèmes, de travail subliminal des motifs, que c'est un film inépuisable pour les gens qui aiment interpréter. Comme Hamlet est inépuisable pour les gens qui aiment interpréter, et c'est pour ça qu'il y a toujours des nouvelles interprétations d'Hamlet qui sortent à chaque génération. C'est parce que on peut lui faire dire n'importe quoi, enfin pas tout à fait n'importe quoi, mais c'est assez profond, riche, dense et complexe pour supporter une lecture très personnelle, très partielle et partiale, mais c'est en étant très partielle et partiale qu'elle propose quelque chose d'intéressant et qu'elle permet d'y voir quelque chose qu'on n'y voyait pas avant. Et ce regard très partiel et partial, c'est un regard que vous devez avoir vous-même en tant que romancier quand vous traitez les pelletées de matière que vous prenez en vous ou à l'extérieur, et vous devez être un filtre très, très sélectif, très polarisant, et finalement à la fin vous allez vous retrouver avec quelques obsessions, quelques motifs qui seront à peu près toujours les mêmes, et c'est seulement les histoires qui vont permettre de varier autour de ces motifs. Et c'est ça en fait qui crée l'éventuelle cohérence d'une œuvre, non pas que ce soit indispensable, mais le côté auteur en fait d'un cinéaste ou d'un écrivain tient à cette récurrence d'obsession. Je parlais de Hitchcock,
Hitchcock, son obsession, c'est les femmes blondes qu'il ne pouvait pas avoir dans la vie. C'était une sorte de pervers légèrement maniaque et légèrement voyeur. Et dans tous ces films, il y a le voyeurisme, la perversité. Et c'est là où Vertigo est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de mise en abîme de sa propre obsession dans le scénario de je ne sais plus qui d'ailleurs, puisque c'est pas lui qui a écrit le scénario de Vertigo. Et nos obsessions nous trahissent toujours d'une manière ou d'une autre. On met toujours plus qu'on pense dans ce qu'on écrit. Et c'est là aussi qu'un texte est intéressant, parce que si vous avez un cahier des charges très précis en vous lançant dans l'écriture d'un roman et que vous checkez toutes les cases de votre checklist en l'écrivant et qu'à la fin vous êtes très satisfait parce que vous avez fait exactement ce que vous voulez faire, il y a de fortes chances que ce soit très, très chiant. Parce que on découvre toujours, d'une part, on découvre toujours des choses plus intéressantes que ce qu'on pouvait très rationnellement projeter en fantasmant le roman qu'on n'a pas encore écrit. Et ensuite, il y a, parce que la sensibilité prime toujours sur l'intellect, et ensuite, il y a toujours une part de ce qu'on écrit qui nous échappe, et éventuellement s'y cachent des choses beaucoup plus intéressantes qu'on le croit. Donc voilà, n'ayez pas une foi excessive dans les plans, dans les méthodes, ça peut avoir leur utilité, mais de manière rétrospective, une fois que la matière est déjà là et qu'il s'agit de la réorganiser. Mais vous lancez avec une projection très joueur d'échecs, je vais faire ci, ensuite je vais faire ça, et ensuite je bouge ma reine pour prendre le fou d'en face. En fait, la littérature, comme la vie, c'est pas une partie d'échecs, et en général c'est plus une partie de poker où rien n'est sûr, et vous jouez non pas avec vos cartes, mais avec le jeu du lecteur. Donc n'ayez pas une foi excessive dans les techniques. Moi, on me demande souvent des techniques pour ci, des techniques pour ça, mais en fait j'en sais rien, parce que tout dépend du contexte. Qu'est-ce que vous voulez faire? Les problématiques d'Anne ne sont pas les mêmes que les miennes, et peut-être que voilà, parler de manière abstraite, générale et théorique, c'est très rassurant, parce qu'on a besoin de se rassurer, et les gens anxieux adorent les méthodes parce que c'est un cadre, et ça leur dit quoi faire, quand faire, et quelle est la prochaine étape. Mais en fait, l'imagination, désolé, c'est pas ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et il faut accepter la part chaotique de tout travail artistique, et en fait s'y perdre pied, risquer de suffoquer et de manquer d'oxygène. Et c'est en général juste avant de toucher le fond qu'on a le déclic. Et c'est là où vous comprenez, ah oui, mais en fait, ce que je pensais être l'histoire d'un bipolaire qui essaie de s'en sortir, en fait, pas du tout. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est l'histoire de sa sœur, qui n'en peut plus de le porter à bout de bras à chaque fois qu'il tombe dans sa phase dépressive, qui a toute sa vie été une sorte de mère putative pour ce jeune homme, ma foi charmant, mais invivable. Et ce qui est intéressant, c'est moins la manière dont ce type va survivre à son trouble bipolaire, parce qu'il y a, à part prendre des cachets, il n'y a pas 36 manières d'y survivre. Rassurez-vous, c'est pas des cachets pour... Non, ce n'est pas autobiographique, c'est juste de l'aspirine. C'est même pas de la Vicodine, je ne suis pas Dr House.
Qu'est-ce que je disais? Oui, finalement, le plus intéressant, c'est le conflit intérieur de cette jeune femme qui est pris entre l'amour qu'elle porte à son frère et le sentiment j'en peux plus, il faut que ça change. Et donc, du coup, il y a une sorte de culpabilité, d'amertume, de hargne éventuelle que génère ce conflit. Et ça, c'est très intéressant à analyser d'un point de vue dramatique parce que, justement, c'est conflictuel, c'est contradictoire, il y a des choses qui se passent. Tandis que, et tout ça parce que vous vous êtes rendu compte qu'entre la première page et la 100e page de votre manuscrit, eh ben, le frère, finalement, il est le même de page en page, et c'est d'un ennui à mourir. Et j'ai découvert autre chose dans ton manuscrit. À un moment, tu as puisqu'on me demande du concret, je vais essayer d'être assez général et assez flou pour pas te déflorer. Je crois que c'est dans la première histoire. À un moment, tu as... donc c'est une soirée entre étudiants ou anciens étudiants qui se retrouvent, et il y a, on va dire, la reine de la promo qui est toute mignonne et la plus belle, alors c'est sans doute mon interprétation, mais qui a tendance, comme elle est, on imagine, très belle, qui a tendance à pas trop avoir de problème pour trouver chaussures à son pied, et qui a tendance à prendre les gens sans égard pour leurs sentiments éventuels, et pas comprendre que la personne en face est amoureuse d'elle, et elle, c'était juste un coup d'un soir sans plus. Et alors que la narratrice qui voit tout ça, elle a l'air beaucoup plus intéressée que cette personne par Mathieu, peut-être. Et ça, c'est intéressant parce que il y a déjà une relation triangulaire en devenir. C'est Mathieu qui aime le personnage A, qui s'y intéresse pas tant que ça, mais on profite de temps en temps sans voir le mal qu'elle peut lui faire, qui est la meilleure amie de la narratrice, qui elle s'intéresse beaucoup à Mathieu, qui ne la voit pas, enfin voilà, ce genre de choses. Et du coup, la narratrice du coup a un regard en retrait, parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup moins voilà, sous les projecteurs que le personnage féminin principal. Et c'est une bonne position pour un narrateur. Les narrateurs superstars sont en général insupportables, parce qu'il y a de place que pour eux, et c'est moi je. Et c'est pour ça qu'à un moment, j'ai donné ce conseil, c'est faites comme dans Gatsby, utilisez un narrateur en retrait qui observe ça d'un regard assez curieux et dubitatif, qui dévoile un peu au profit du lecteur ce qui se passe dans ces belles propriétés qui le reste du temps lui est inaccessible, et laisser le lecteur, par l'entremise du narrateur, observer le personnage superstar qui est Gatsby, qui est la reine du bal, et éventuellement le narrateur peut créer une amertume ou une jalousie ou un truc qui va parasiter l'amitié entre les deux, et qui rend cette amitié d'autant plus intéressante parce que mixte, parce que contradictoire et conflictuelle. Et je me suis dit que ce serait bien plus intéressant de faire bifurquer l'histoire sur ça que la suite. Donc voilà un peu comment je travaille. J'ai des instincts assez sûrs de ce qui est intéressant, de ce qui l'est moins. Alors peut-être que parfois ce qui m'intéresse ne vous intéresse pas, mais si ce qui vous intéresse n'est pas intéressant, je vous le dirai. Voilà. Voilà, j'ai encore pas eu le fil. De quoi on parlait avant que je parle de ton texte? Je sais plus. Donc voilà, j'ai fini. Vous avez 5 minutes pour poser des questions et ensuite vous verrez. Voilà. Mais sinon, vous êtes les bienvenus.
Non. T'as prévu des ateliers d'écriture? Alors je sais pas. J'hésite entre faire des ateliers comme l'année dernière où en gros je file une contrainte de départ. D'ailleurs j'en ai une. Je sais plus où elle est. Vous voyez là? Alors, comme je suis légèrement maniaque quand je lis quelque chose, je me fais des fiches. C'est écrit tout petit sur l'ordinateur. Voilà. Ballard. La bonté des femmes. Il y a un très beau paragraphe qui pourrait servir de très courte histoire tel qu'il est. Un démembrement progressif d'elle-même était en cours. Il dura jusqu'à ce qu'elle en fût arrivée à s'imaginer que la peau de ses seins et de ses cuisses était drapée autour d'un panneau publicitaire ou tapissait les sièges d'une boîte de nuit à la mode. Quand elle abandonna le programme, comme la plupart des volontaires de Dick, elle ne parvint jamais à réintégrer totalement son corps et se mit à errer à travers les rues, dans une brume d'héroïne, à la recherche des morceaux perdus de son visage et de ses lèvres. Voilà. C'est peut-être le plus beau paragraphe du livre qui est très intéressant, qui est une sorte d'autobiographie par le prisme des femmes qui ont traversé sa vie. Voilà. Donc il y a quelques personnages féminins qui reviennent de chapitre en chapitre, et il a tendance un peu à forcer sans doute l'unité de son livre, parce que la dernière séquence, ou l'une des dernières séquences où on le voit à Hollywood assister à la sortie du film de Spielberg, L'Empire du Soleil, je crois. Non, pas L'Empire du Soleil, qui est tiré de son roman autobiographique avec... ah mon Dieu, c'est pas grave. Où, comme par hasard, il tombe sur son ancienne nurse russe qui s'occupait de lui à Shanghai, et comme par hasard, il couche avec elle. Voilà, alors qu'il est avec quelqu'un d'autre, il y a des sortes de rapprochements forcés qui me font penser qu'il y a un peu plus de fictionnalisation que le sous-titre roman autobiographique pourrait le laisser présumer. Mais c'est très intéressant, et donc ça c'est un paragraphe qui est quasi qu'on peut extraire quasi tel quel, et qui presque se suffit. Il manque quelques éléments de contexte, mais le manque d'éléments de contexte permet de titiller l'imagination, et c'est pour ça que c'est un très bonne prémisse d'atelier d'écriture. Mais je ne sais pas du coup, puisque je viens de le dévoiler, si j'utiliserai. Donc en général, voilà, ce genre d'atelier que je peux faire, en général on est entre 5 et 10, et je donne une prémisse de départ qui est un thème, une citation, et ensuite je vous laisse sombrer dans votre imagination, vous repêchez, et ensuite qu'on discute des propositions de chacun. Et le fait que tout ça dure que 2 heures est fait exprès pour forcer les inhibitions des uns et des autres à faire quelque chose qui n'est pas parfait, à raturer, à se tromper, et à proposer un truc à l'état brut, parce que c'est ce sur quoi on va ricocher vers de meilleures idées potentiellement. Et ce qui me permettra de vous dire, mais là c'est intéressant, mais là la sœur du bipolaire est plus intéressante, ou sinon j'avais envie de faire une sorte de permanence un peu sur ce thème au lecteur de raconter l'histoire. En gros, les gens viennent avec leurs problèmes, ils en sont arrivés à telle étape de leur manuscrit, ils veulent raconter ça, et on en discute en groupe. Là peut-être seulement 5 personnes, parce que après ça sera ingérable, et voilà, comprendre ce que la personne essaye de faire, ce qui achoppe, ce qui mériterait d'être poussé plus loin, ce qui mériterait d'être supprimé. Voilà, deux idées comme ça. Peut-être que je peux faire les deux, je sais pas.
je sais pas si ça vous intéresse. Ouais. Oui. La deuxième idée? Les deux. Les deux? D'accord. Une fois par mois encore. Ouais, une fois par mois. Si la SNCF veut bien que j'arrive. La RATP, tout ça. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Je ne sais pas. D'autres questions? Oui, enfin, c'est une question, je sais pas si c'est une question, non, voilà, enfin, vous voyez. En gros, moi, aussi, ouais, c'est une question que je me pose, c'est que, enfin, par rapport à ce que vous dites et que je partage, c'est que l'écriture, enfin, c'est, comment dire, c'est extraire d'une certaine manière sa singularité, la mettre sur la page, enfin, mais en même temps, vous parlez de techniques qui sont, enfin, des conseils, vous en parlez de 2, 3, 4, qui sont du coup assez généraux. Et moi, ma question, c'est comment, en fait, faire matcher les deux, dans le sens où, par ces conseils, on ne perd pas... Non, parce que justement, c'est des conseils qui sont suffisamment évasifs pour ne pas vous forcer dans un cadre très restreint. Alors, votre histoire, il faut la découper en 3 actes, il faut un climax, il faut ceci, cela, un élément perturbateur au début, il faut je sais pas quoi. Donc ça c'est le côté très restrictif de certaines méthodes qui a tendance à m'agacer. Très, très formatant en fait. Et il n'y a rien de plus stérilisant que les conseils formateurs, mais en même temps assez précis pour vous indiquer peut-être pas la bonne voie, mais le bon état d'esprit à adopter devant votre ordinateur. Mais c'est pour ça que je donne ces conférences gratuitement et que ça se retrouve ensuite sur YouTube gratuitement, c'est que finalement tout ce que je viens de dire ne sert à rien tant que c'est pas confronté aux problématiques précises d'un passage, d'un texte, d'un personnage. Voilà. Si on ne discute pas ensemble de ce que vous essayez de faire, du conflit qui vous intéresse dans ce personnage, de la manière dont vous voyez les choses en termes de comment ne pas dire mais suggérer, voilà, ça va pas vous mener bien loin en fait. Mais encore une fois, il n'y a pas d'autres conseils que ne pas expliquer, ne pas écrire des clichés, parce que, et ça je m'en suis rendu compte assez rapidement, les mêmes mots ne veulent pas dire la même chose pour tout le monde. Et quand je parle de littérature, vous voyez pas forcément la même chose. Moi, quand je parle de littérature, je pense à Pessoa, Proust et Stendhal. Et peut-être que quelqu'un ici pense à Guillaume Musso et Marc Lévy. Voilà, donc c'est pas tout à fait la même chose, sans vouloir caricaturer mon snobisme. Et ça vaut aussi pour, par exemple, le côté poétique qu'on veut apporter à certains passages. Moi, maintenant, j'ai tendance à me méfier des gens qui me disent « Ah oui, mais là, je suis très content de ce passage, j'ai voulu qu'il soit poétique. » Et en général, ce que la personne entend par poésie, poétique, c'est une suite de clichés, en fait. C'est en gros, elle pense que certains mots ont une propriété magique. Et donc, c'est très rapidement des clichés et c'est des cortèges d'âmes funèbres qui, je sais pas quoi, ou qui pensent que certaines atmosphères ou certains éléments de leur histoire sont plus poétiques que d'autres. Et donc, elles imaginent que entourer leur héroïne
déchiré par la nouvelle de la mort de son chéri, d'une atmosphère orageuse, avec des bourrasques de vent, les volets qui claquent, la fenêtre qui s'ouvre et elle qui sort sur le balcon en chemise de nuit quasi transparente, que la pluie va plaquer sur son corps. Enfin voilà, ce genre de kitscherie de très mauvais goût peut passer dans certaines imaginations limitées pour de la poésie, et non, c'est un amas de clichés. Donc voilà, c'est aussi la limite des conseils très abstraits qu'on peut donner. C'est que quand je vous dis n'écrivez pas des clichés, d'une part la personne ne sait pas forcément ce qu'est un cliché. J'ai fait une vidéo sur les clichés, rassurez-vous. Et ensuite elle se dit ça, bon, c'est bon, j'ai compris. Sauf qu'encore une fois, il y a une distance, un écart entre la compréhension rationnelle d'une chose et d'un concept et le ressenti viscéral de cette chose. Et moi, en écrivant mon premier roman, je savais ce qu'était un cliché, je savais que c'était pas bien et qu'il fallait l'éviter, mais je ne savais pas et je ne mesurais pas à quel point il fallait l'éviter, et à quel point chaque mot, chaque terme de chaque phrase pouvait cacher un cliché, et que finalement la plupart des mots sont des clichés, et que c'est pour ça que moi j'ai toujours un dictionnaire ouvert dans mon navigateur. C'est que dès que j'ai un doute, je consulte le dictionnaire et je regarde si le terme que j'emploie, je l'emploie dans son sens littéral ou figuré, et si je l'emploie dans son sens figuré, il y a de fortes chances que ce soit déjà un cliché. Soit j'ai inventé une image d'une originalité époustouflante, ce qui est bon pour moi, ou peut-être pas, peut-être que ça n'a pas sa place dans le roman et il faut la supprimer. Soit je viens juste de réécrire un cliché qui est, comme tous les clichés, une image délavée par l'usage qui a perdu tout pouvoir évocateur. Et voilà, et c'est pour ça que, connaissant le concept et comprenant le concept, j'écrivais beaucoup de clichés. C'est parce que j'avais pas atteint ce degré de maniaquerie, d'obsession et de psychopathie à ce niveau-là, pour ne plus en faire. Et à partir du moment où vous en faites plus, ou un millième de fois par rapport à ce que vous faisiez auparavant, peut-être que vous pouvez vous décoincer un peu, et si vraiment un moment pour accélérer le passage, parce que c'est pas finalement le propos, utiliser quelque chose qui limite un cliché, peut-être que si ça arrive une fois par toutes les 100 pages, c'est pas bien grave. Donc voilà, les conférences, les présentations, les conseils généraux, c'est bien, mais ça suffit pas. Soit vous acceptez le calvaire des centaines d'heures nécessaires, et encore je suis sans doute en deçà du compte, nécessaire pour choper le truc, et je sais pas comment le dire autrement. À un moment il y a un déclic, et vous dites ah oui, j'écrivais mal à ce point-là. Voilà. Et à partir du moment où vous avez ce déclic, déjà vous atteignez le presque fond de votre morale, et à partir de ce moment-là, vous remontez la pente, et la qualité de votre prose s'améliore aussi. Ou vous m'écrivez. Voilà. L'alternative est facile. Hein. Moi, je dis ça de manière complètement désintéressée. Mais, donc voilà. Et comme j'en ai marre des vélitaires avec qui je prends des cafés pour ne plus jamais en entendre parler, j'ai décidé d'un système hier soir dans mon TGV. Voilà, quand j'en avais marre de plus savoir quoi faire, quand j'avais tout raturé le manuscrit d'Anne, la dernière fois que je te l'envoie, j'ai décidé que je ne travaillais plus qu'avec 10 personnes par trimestre, voilà, et que ces 10 personnes travailleraient 10 heures avec moi. Voilà. Ce qu'il faut. J'ai fait le compte. Quand je vois que ça s'améliore chez quelqu'un, en général, c'est au bout de 10 heures. Voilà.
Donc, si vous n'êtes pas encore à cette étape d'engagement, je comprends, mais attendez du coup avant de me contacter. Voilà. Mais sinon, je suis quelqu'un de très gentil.